Alors, voilà. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis très heureux d'être ici, et ce, au moins pour deux raisons. La première, comme je le disais à l'un ou l'autre d'entre vous, en 1979, je me souviens d'avoir été interrogé par Lorraine Cœur d'Acier, qui était une radio, et je constate qu'il y avait déjà des problèmes, il y en a encore aujourd'hui. La deuxième raison, c'est que chaque semaine, je passe 2 jours à Nancy, compte tenu que je donne des cours là-bas à l'université, et donc, quelque part, même si je viens du Nord, je suis un peu chez moi ici. Alors, bien évidemment, je ne vais pas parler à titre personnel, comme on l'a annoncé, je représente ici le mouvement de gauche. Le mouvement de gauche, c'est le petit dernier né, là, le 23 juin de cette année, il tiendra son congrès constitutif en mars, début mars 2013, et donc, c'est à ce titre-là que je prends la parole. Alors, je voudrais faire 3 choses, pas plus. Enfin, ça prendra quand même un certain temps. La première, c'est rappeler peut-être quelles sont les spécificités de la sidérurgie wallonne, parce qu'il s'agit de ça. Deuxièmement, je voudrais répondre à la question, y a-t-il finalement une crise structurelle de Mittal et peut-être plus généralement une crise structurelle de notre système capitaliste financier? Et enfin, troisièmement, reprendre quelques pistes qui ont été esquissées pour sortir du marasme ambiant. Comme vous le savez, la Belgique, c'est quelque part au moins 2 peuples. Et donc, rien n'est simple. Et traditionnellement, il y avait une sidérurgie dans le sillon Sambre-et-Meuse, c'est-à-dire essentiellement la Wallonie, Charleroi et Liège. Et en 1961, intervient justement la création d'une sidérurgie au nord, Sitmar, sidérurgie maritime. Et à ce moment-là, un des grands dirigeants syndicaliste de la FGTB, André Renard, qui était encore en vie, avait dit de Sitmar qu'il s'agissait d'une guillotine pour la Wallonie. Et donc, à cette époque, il y avait 3 pôles. D'une part, Cockerill, le nom est évocateur. Cockerill, c'est évidemment l'Angleterre. La Wallonie et la Belgique est le premier pays du continent à avoir fait sa révolution industrielle. D'autre part, le Triangle à Charleroi. Et enfin, Sitmar, près de Gand. Sitmar, d'ailleurs, qui est dépendante de l'Arbet, il ne faut pas l'oublier. Les années 70, c'est l'époque où les holdings qui détiennent l'essentiel de la sidérurgie, essentiellement Société Générale de Belgique et Cobepa Frères vous connaissez qu'il s'agit, eh bien ces holdings-là se désengagent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont face à une crise massive, qu'ils n'ont pas envie d'investir parce que ce n'est pas rentable. Et ce qui se passe, inévitablement, dans les années 80, c'est une période difficile de restructuration. C'est aussi, parce que rien n'est simple en Belgique, 1980, la première loi de régionalisation où l'on dit que la politique industrielle est désormais matière régionale, 3 régions, Bruxelles, Flandre, Wallonie, avec quelques exceptions, 5 exactement, dont la sidérurgie et les mines de charbon. C'est ce qu'on appelle les 5 secteurs nationaux. Et de 1982 à 1988, c'est la grande époque des restructurations. Vous connaissez tous Jean Gandois, n'est-ce pas, un Français bien connu. Et c'est l'époque aussi où les pouvoirs publics investissent 180 milliards d'anciens francs dans la sidérurgie pour la sauver. 180 milliards d'anciens francs, je traduis pour faire moderne en euros, 4,5 milliards d'euros. Et évidemment, cela signifie aussi des pertes d'emploi, 10 000 pertes d'emploi entre 82 et 88. Mais aussi le fait que les pouvoirs publics sont désormais le principal actionnaire de la sidérurgie et de Cockerill-Sambre, puisqu'il y a la fusion entre Liège et Charleroi. 1988, les secteurs dits nationaux sont régionalisés. Désormais, la sidérurgie wallonne relève exclusivement, il faut bien comprendre ça, exclusivement du gouvernement wallon, pas du tout du gouvernement fédéral belge. La région wallonne est l'actionnaire principal de Cockerill-Sambre. La suite, ça va aller très très vite. 1990, je m'efforce de parler français, Cockerill-Sambre renoue avec la rentabilité et elle acquiert d'ailleurs une entreprise sidérurgique en Allemagne. Et puis c'est quoi? C'est essentiellement 2 choses. La course au gigantisme, 98, c'est la fusion avec Usinor, et 2006, comme vous le savez, c'est l'OPA de Mittal Steel Company sur l'ensemble Usinor, Acéralien, etc.
Alors ça veut dire que dès ce moment-là, progressivement, les pouvoirs publics perdent tout poids, toute possibilité d'influencer et d'intervenir dans ce mastodonte qu'est ArcelorMittal. Et aujourd'hui, je pense, mais mon camarade Nico Coué me contredira si je me trompe, que les pouvoirs publics wallons, le gouvernement wallon, ça représente à peu près 1% du capital d'ArcelorMittal, c'est-à-dire une goutte dans l'océan. Alors, est-ce que nous vivons une crise structurelle de Mittal et plus généralement du capitalisme? Mittal, d'abord, il y a un bon critère. Que pensent les marchés financiers? Pas seulement que l'action Mittal, mais aussi des obligations émises par Mittal. Comme vous le savez, les marchés financiers sont aveugles. Ils surréagissent, comme on dit, soit vers le bas, soit vers le haut. Et on doit donc faire appel à des sociétés de notation, à des agences de notation, dont les 3 plus grandes sont américaines, bien entendu, et se nomment Fitch, Standard & Poor's et Moody's. Et qu'est-ce qu'on constate? Pas plus tard que ce mois de septembre, le 8 septembre très exactement, Fitch rétrograde la notation des obligations Mittal, triple B. Vous vous souvenez, la France a vu le triple A, elle l'a perdu sous Sarkozy. Triple B, c'est juste au-dessus de la catégorie spéculative, c'est-à-dire des machins pourris, des junk bonds, comme ils disent, des obligations pourries. Et un jour plus tard, le 9 septembre, c'est Standard & Poor's qui attribue la note double B, c'est-à-dire la catégorie purement spéculative, à l'obligation Mittal. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que même du point de vue de ces milieux, de ces marchés financiers, ces obligations, ça ne vaut pas tripette. Et plus généralement maintenant, où nous trouvons-nous? Si on examine froidement les choses, le camarade qui m'a précédé l'a dit à juste titre, plus de la moitié des pays de la zone euro sont actuellement en récession. Bien sûr, le Portugal, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, très fortement. La Belgique aussi, quoi qu'on en dise. Alors la France, c'est amusant, parce que paraît-il, on fait du 0% depuis maintenant 3 ou 4 trimestres. Ouais. Donc du 0%. Attendons que l'INSEE revoie ses chiffres et on s'apercevra qu'on est en récession en France. Et c'est la même chose dans l'ensemble de la zone euro, y compris en Allemagne où l'économie marque le pas. Alors regardez ailleurs, les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en mille. Dès après l'élection de l'un des 2 protagonistes essentiels, il y a la loi Bush qui fait qu'ils devront automatiquement réduire de 5% leurs dépenses. Ce sont les coupes budgétaires. Il n'y a aucune économie qui peut résister à ce genre de choses. Et donc, je vous le dis, attendez le premier trimestre de 2013 et les États-Unis seront aussi en récession. Alors ailleurs, le Japon, ils ont bénéficié de l'effet, si on peut dire, favorable dû à Fukushima. Ça a duré un temps, mais maintenant, en juillet, la production industrielle recule. Prenez la Chine, plus de 10%. La Chine avait échappé à la crise mondiale de 2008-2009 avec un gigantesque plan d'investissement. On a investi à mort avec des taux qui défient l'imagination. 40% du produit national investi. C'est des taux impossibles à maintenir. Et bien la Chine aujourd'hui est à 5 ou 6% et ses banques, sa bourse, souffrent comme n'importe quelle autre. Savez-vous que la bourse de Shanghai est celle qui a le plus reculé durant ces 4 derniers trimestres? Alors, si ce diagnostic est exact, c'est-à-dire si en définitive on s'oriente vers une grande stagnation, vers une grande dépression, alors plus que jamais, il nous faudra avancer des solutions. Que faire donc? Eh bien, s'il y a quelque chose qui ressort de ce qui s'est discuté aujourd'hui, c'est qu'il y a nécessité d'une sidérurgie intégrée. De l'amont, c'est-à-dire du chaud, vers l'aval, c'est-à-dire le froid. Et donc, cette importance-là et l'expérience de la SAR est, je pense, extrêmement positive et doit nous servir de leçon à tous. Deuxièmement, c'est le rôle irremplaçable des pouvoirs publics. En l'occurrence, ici, pour ce qui concerne la Wallonie, de son gouvernement, du gouvernement wallon. Alors, c'est vrai qu'il faut une nationalisation sous une forme ou sous une autre, nous disons, nous. En Wallonie, wallonisation, parce que c'est une région, ce n'est pas encore un État, au sens strict. Mais en attendant, il est important, et toute l'expérience du passé le montre, que les pouvoirs publics
puissent effectivement avoir leur mot à dire, puissent influencer les choix fondamentaux qui doivent être faits en sidérurgie, parce que si on laisse faire Mittal, si on laisse faire les prédateurs, alors ce seront des choix extrêmement durs, des choix financiers qui en définitive conduisent à une désertification. Troisièmement, je crois que les exemples là aussi ont été probants. Il est clair que la sidérurgie n'est pas une industrie du passé, la sidérurgie c'est au contraire l'avenir. Il y a plusieurs cas qui ont été donnés. Le camarade Nico Coué a reparlé des tôles non lavables, il a eu raison de le faire, même s'il faut le dire 10 fois, 20 fois, 100 fois, il faut le redire, c'est possible effectivement. Sait-on qu'à Seraing, on produit des couronnes pour rotors d'éoliennes, et ça c'est quand même un produit écologique. Troisièmement, j'ai noté tout à l'heure que le camarade représentant de la SAR a parlé de la production d'éolien offshore en SAR. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que tout ça c'est le passé, c'est exactement le contraire, cela c'est l'avenir, c'est la planification écologique. Mais alors, pour terminer, et plus généralement, je voudrais dire ceci, c'est qu'il n'y aura pas de sidérurgie prospère dans un désert économique. Or, si le diagnostic posé est correct, c'est-à-dire si nous allons vers une dépression généralisée à l'échelle mondiale, eh bien, le problème devient global. Et de ce point de vue-là, il est important qu'existe, naisse et se développe une alternative telle que celle qui est constituée par les partis de gauche de la grande région qui sont ici réunis. Avec bien sûr aussi des syndicalistes, parce que chacun dans notre domaine, nous contribuons à faire avancer les choses et à faire en sorte que le vieux monde, nous puissions tisser son linceul. Pour terminer, je voudrais vous rappeler une phrase qui est celle de Gramsci, mort dans les geôles de Mussolini, qui reprenait une phrase de Romain Rolland disant « Optimisme de la volonté et pessimisme de l'intelligence ». J'aurais tendance à dire exactement le contraire. Optimisme de l'intelligence et pessimisme de la volonté. Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est à ce vieux dilemme, socialisme ou barbarie. Barbarie capitaliste, barbarie financière. Alors je suis sûr que tous et toutes qui sont ici ont fait leur choix, qui est celui du socialisme contre la barbarie ambiante. Je vous remercie.